Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mardi 15 octobre, j'étais l'invité de LCI dans une émission qui empruntait beaucoup de ses thèmes au Front National, à commencer par la question du voile. Donc dans cette émission, j'ai essayé de rappeler quels sont les principes pour moi de la République et de la laïcité. Je dois dire dans un environnement qui était pas très favorable à ces idées-là. Et puis ensuite, on a parlé d'autres sujets comme la suppression de la taxe d'habitation sur laquelle j'ai rappelé qu'en fait, il s'agissait simplement désormais de supprimer la taxe d'habitation sur les 20% les plus riches et que cette seule suppression allait coûter aussi cher que tout le reste de la suppression de la taxe d'habitation. Et puis ce mardi 15 octobre, il y avait aussi une manifestation des pompiers et des hospitaliers qui manifestaient à la fois pour leurs conditions de travail et puis surtout pour demander plus de moyens pour notre service public. Et pour une raison que j'ignore, il a été décidé de faire un lien entre les policiers et les pompiers sur le thème des violences qu'ils subissent les uns et les autres dans le cadre de leur travail. Donc j'ai rappelé qu'en fait le sujet de la manifestation c'était principalement la question du service public et du pouvoir d'achat des pompiers et des hospitaliers. Et puis j'ai dit aussi deux, trois choses sur la question des violences que subissent les pompiers et aussi des violences que subissent les policiers. Bref, je vous laisse regarder tout ça et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Le débat est ouvert, notamment avec Bruno Bonnell. Bonjour. Bonjour. Député de La République En Marche du Rhône, merci d'être avec nous. Bonjour Valérie Boyer. Bonjour. Député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Laurent Jacobelli est à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Délégué national du Rassemblement national, représentant de la France Insoumise. Nous sommes également avec Antoine Léaumont. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon, pour être tout à fait précis. Faute de ligne claire, la majorité est-elle en train de se déchirer sur la question du voile? J'en parlais dans les titres. Bras de fer engagé entre un ministre et un député, pourtant du même camp, a priori en tout cas. Jean-Michel Blanquer réclame des sanctions contre Aurélien Taché. La question de l'islam, de la laïcité, du voile sont derrière tout ça. Le député reproche au ministre en substance de parler comme l'extrême droite lorsqu'il estime que le voile n'est pas souhaitable dans notre société. À l'instant, sur LCI, une réaction, celle de la porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée, Aurore Bergé, qui a le sentiment que son collègue a franchi la ligne rouge. Au sein de La République En Marche, il n'y a pas de police de la pensée. Donc on ne sanctionne pas quelqu'un en raison de ses idées, sauf à ce qu'elles enfreignent des valeurs essentielles. Par contre, il n'est pas possible d'envisager que nous ayons comme cela un parlementaire qui plus est, qui a des responsabilités et qui vient ici expliquer non pas juste son désaccord avec le ministre de l'Éducation nationale, mais qui vient apparenter les propos du ministre à des propos de l'extrême droite. C'est là où il me semble qu'il y a une ligne rouge qui est franchie et qui mérite à minima des explications. À minima des explications, recontextualisons. Qu'a dit Aurélien Taché de si choquant pour Aurore Bergé ou Jean-Michel Blanquer? On va découvrir ça ensemble. Je regrette d'entendre Jean-Michel Blanquer dire que la loi protège le droit de ses accompagnatrices à participer aux sorties scolaires et dans le même temps dire qu'elle ferait mieux d'enlever le voile. Cela revient à dire que finalement il ne faudrait peut-être pas respecter la loi. C'est dans ce genre de situation confuse où des gens comme Julien Audoul récupèrent les mots de Jean-Michel Blanquer. Voilà les faits. Bruno Bonnell, ça se passe mal dans la majorité sur cette question du voile. Aurélien Taché doit-il être sanctionné? Non mais ça se passe mal dans la société, cette question du voile. C'est pas la peine d'en faire un espèce de phénomène limité au groupe de La République En Marche. On pourrait attendre de la majorité qu'elle ait une ligne claire. Il n'y a pas de ligne claire parce que pendant des années, il n'y en a pas eu. Et aujourd'hui, il y a des vraies questions avec des prises de position, qu'elles soient par de l'expérience terrain, comme Aurélien Taché en a énormément dans le domaine du social, qu'elles soient sur des positions dans l'éducation nationale où on a des remontées, tous les députés ici présents qui sont dans cette situation, et où on entend des gens qui vous disent on voit de plus en plus de voiles, ce n'est pas normal, etc. Donc il y a une vraie question de société. Oui, mais vous entendez quand même que qu'un de vos collègues fait la comparaison entre Jean-Michel Blanquer et là-dessus, je me désolidarise, alors que j'apprécie énormément Aurélien Taché, évidemment qu'il n'a pas à faire la comparaison entre les propos de Jean-Michel Blanquer et ceux de M. Audoul, qui d'ailleurs a dépassé lui aussi les limites de la ligne rouge en stigmatisant une dame qui était accompagnatrice. Moi, j'ai toujours dit que j'étais favorable, et je continue de le dire, favorable au fait que des mères de famille qui ne sont pas des représentants de la fonction publique accompagnent des élèves dans les sorties scolaires. C'est la limite du en même temps aussi qui s'exprime peut-être à travers cette question du voile, Valérie Boyer? Oui, je pense que là, en même temps, vous savez, c'est comme hier. En même temps, monsieur le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ne peut pas assister au match France-Turquie, mais en même temps, la ministre des Sports y va. Je veux dire, c'est pas assez bien pour monsieur le ministre, monsieur Le Drian, mais c'est bien pour madame la ministre des Sports. On peut pas être en même temps en permanence. C'est vrai que c'est un gros souci de La République En Marche aujourd'hui. Moi, je suis pas d'accord avec ce que vient de dire mon collègue monsieur Bonnell. Quand il y avait la loi Châtel, les choses étaient relativement claires. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est que sous François Hollande, eh bien, elle a été assouplie et on a mis les profs, on a livré en pâture les profs avec ce texte sans aucune protection et souvent sans aucun soutien de leur hiérarchie. Aujourd'hui, en ce qui concerne les Républicains, de ce côté-là, nous sommes plus que clairs. Je rappelle qu'en 2015, Éric Ciotti a déposé un texte. En 2018, il va en redéposer un autre où il souhaite que ce qui se passe à l'intérieur de l'école se passe également pour les universités, ce qui est normal, on l'a réclamé depuis le début. Et ça se passe aussi pour les sorties scolaires. Les sorties scolaires, c'est le prolongement de l'école. Aujourd'hui, on est confronté, on attend toujours depuis l'élection d'Emmanuel Macron qu'il se prononce sur ces questions. Et la laïcité est une protectrice de l'unité nationale. Le communautarisme, c'est la fracture à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc on ne réagit pas à ces questions qui sont fondamentales, qui sont très douloureuses pour les Français, avec ces anathèmes bataille au sein de la République en marche. On poursuit notre débat. Écoutez sur ce sujet votre collègue députée Les Républicains également, Annie Genevard. Et c'est tout le problème politique de cette majorité. Elle est composite et elle est largement marquée à gauche sur ces questions-là. D'ailleurs, on l'a bien vu avec la réaction de Taché, qui dit ni plus ni moins. Blanquer, c'est le Rassemblement national. Je vous assure, le débat sur la loi asile-immigration a été très révélateur pour moi. Il y a une grande partie de la majorité qui est tout à fait à gauche, c'est-à-dire l'immigration, pas de problème, le droit d'asile, pas de problème, le voile à l'école, pas de problème, voilà, qui nie une réalité qui aujourd'hui pose de plus en plus de problèmes en termes de cohésion nationale. Vous partagez le constat sur la majorité face à ces questions, Laurent Jacobelli? Écoutez, là on voit qu'il y a des querelles d'hommes. Est-ce que c'est M. Taché, est-ce que c'est M. Blanquer qui a raison, des querelles de parti, mais fondamentalement il y a derrière, une question, il y a des querelles de fond. Il y a une question qui est posée, qui est quand même beaucoup plus importante. Il ne faudrait pas que les cris des uns chassent l'intérêt de la réalité. C'est aujourd'hui, en France, des femmes se voilent pour venir provoquer la laïcité, pour venir provoquer la République et pour venir avec un message, nos lois religieuses sont plus fortes que vos lois républicaines. On parle de cette femme qui est venue dans l'enceinte. Vous répondrez si vous voulez juste après. On parle de cette femme qui est venue dans l'enceinte du Conseil régional. Et elle avait un voile noir, ce qui a une signification, ce qui représente un islam extrêmement rigoriste, voire extrêmement proche de l'islamisme. Et elle avait un sourire, elle riait, elle voyait que sa provocation marchait quand on regarde bien les images. Vous savez, toutes ces petites lâchetés. Mais Jean-Michel Blanquer, il parle comme vous, Laurent Jacobelli? Oui, mais il n'agit pas. Le problème, c'est que maintenant, il faut agir. Il faut très clairement dire, quand une accompagnatrice scolaire se balade voilée, c'est en fait quelqu'un qui a l'autorité de l'école qui lui est déléguée. La loi ne l'impose pas. Et donc, il faut étendre la loi. Et il faut reprendre la loi. Il faut reprendre la loi qui interdit le port du voile dans l'espace public. Il y en a marre de ces coups de canif à la laïcité et à la République, où certains députés, certains décideurs tournent la tête, sûrement par vision électoraliste, pour ne pas voir le problème. Or, il y a un problème. Toutes ces petites reculades quotidiennes font avancer le radicalisme religieux et font avancer l'islam politique. Aurélien Taché, deux tiers des Français n'en veulent plus. Antoine Léaumont, est-ce que Aurélien Taché a raison de dresser un comparatif entre l'extrême droite, Julien Audoul en tout cas, et Jean-Michel Blanquer? Je rappelle que Julien Audoul n'est pas d'extrême droite. De fait, il y a du Rassemblement national. Oui, mais merci de faire attention aux mots. De fait, il y a un problème désormais dans notre pays qui est que cette question est mise en permanence sur le devant de la scène par deux groupes politiques, le Rassemblement national et la République en marche, qui utilisent les mêmes thèmes. Mais si, le Premier ministre a mis devant l'Assemblée nationale la semaine dernière le débat sur l'immigration en nous disant c'est un tabou. On fait une loi par an. On fait une loi par an sur l'immigration. Commencez par faire le bilan de ces lois-là. Commencez par regarder si ça fonctionne. Voilà. Commencez par là. Et ensuite, ce nouveau débat sur le voile, mais qui a un mérite, qui est celui de montrer que, effectivement, dans notre société, désormais, qu'il s'agisse de la République en marche, qu'il s'agisse du Rassemblement national ou des Républicains, tout le monde tient les mêmes propos contre les musulmans. Et je dis bien, mais enfin, moi, si je peux aller jusqu'au bout de l'argument, ce qui me pose un problème républicain au moment de ce que dit M. Audoul dans cette assemblée, c'est M. Audoul. C'est le fait qu'un élu de la République ait un problème avec une personne voilée qui est une accompagnatrice scolaire. Alors faisons un peu avancer le débat, si vous voulez bien, parce que je fais avancer le débat. Je défends une position républicaine et laïque.
laïque. C'est-à-dire que moi, non, moi j'ai pas de problème. Mais non. Vous êtes dans un électorat communautarisé, c'est Bruno, monsieur, je défends une certaine vision. Votre boutique. Je défends une certaine vision de la République dans laquelle on n'a pas de problème avec les gens qui aient un voile, qui aient une kippa ou qui aient une croix. D'accord. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, vous posez le problème sur la base d'une religion, pas sur toutes les religions. Sur la base d'une religion. S'il vous plaît, Bruno Bonnel, est-ce que Jean-Michel Blanquer, il dit tout haut ce que pense tout bas Emmanuel Macron, puisqu'on l'entend pas sur ce sujet? Mais certainement pas. Jean-Michel Blanquer. Non, mais je ne connais pas la position, par exemple, d'Emmanuel Macron sur ce sujet. On la connaît pas. Non, mais la position d'Emmanuel Macron sur ce sujet, c'est qu'on est dans une république. Il est le président de tous les Français, déjà, pour commencer. Donc, dont certains sont quand même musulmans, une partie significative. Il combat évidemment ce qu'on appelle l'islamisme, qu'il ne faut pas confondre avec l'islam, dans des valeurs laïques républicaines profondes dont il est le garant principal. Donc on est tous d'accord autour de cette table que la laïcité, c'est ce qui tisse notre République. Donc là-dessus, moi, j'ai pas de débat. Là où je m'inscris en faux, c'est que soit on stigmatise ces femmes voilées, notamment dans cette enceinte, en croyant qu'elle provoque, et c'est complètement faux, à mon avis. Là, encore une fois, notre débat n'avance pas, c'est-à-dire que la majorité doit clarifier sa position. Mais la majorité, elle est exactement comme les autres partis des républicains dans notre... Ah non, on n'est pas tous laïcs. On n'est pas tous d'accord sur la laïcité, c'est ce que je voulais dire. Elle est exactement comme tous les partis représentés à l'Assemblée nationale, elle est fondamentalement laïque, parce que c'est la loi de 1905 qui le définit, et à partir de là... C'est l'article 1er de notre Constitution qui déclare que notre Constitution prévoit que la République française est laïque et qu'elle respecte toutes les croyances. Exactement. Il y a une différence entre respecter les croyances et tester la République avec des provocations qui ne sont pas dans le pacte républicain de liberté, d'égalité et de fraternité. Non seulement ils n'y répondent pas, mais ils laissent la pagaille s'installer. Ça fait quand même 2 ans et demi qu'on attend. Ça fait 2 ans et demi qu'on attend de la part du président de la République un discours sur ces questions-là. Aujourd'hui, écoutez, quand on a le ministre de l'Intérieur qui parle du voile catholique, du serre-tête, Aurélien Taché, etc., ça devient quand même, c'est du délire. À un moment donné, quel est ce signe que l'islam politique délivre aux Français, c'est-à-dire qu'il nargue la République, il fait ça pour marquer ne mélangez pas ça avec les musulmans. Et aujourd'hui, au moment où le président de la République appelle à une société de vigilance, pour reprendre ces termes, pour lutter contre l'islam radical, on sait bien que ces uniformes sont là pour justement marquer le territoire. Je veux dire, on s'est exprimé plusieurs fois à l'Assemblée. On s'est exprimé plusieurs fois à l'Assemblée nationale là-dessus. Nous avons chez les Républicains une proposition de loi simple. Je me permets de vous encourager à la voter. Je vous signale que nous avons 1% seulement de nos propositions de loi qui sont prises en compte. Jean-Michel Blanquer serait visiblement prêt à la voter, cette loi, on l'entend, le ministre de l'Éducation. Qu'il la propose, pour l'instant, c'est pas le cas. On l'a proposé déjà. Laurent Jacobin. Alors ici, il n'est pas question, et je rassure M. Bonnel, je pense qu'on sera tous d'accord, de critiquer les musulmans de France. Simplement, là, il y a une femme qui a fait le double, qui a fait la doublette. Elle représentait l'école et elle avait le voile. Elle est venue dans une enceinte, un parlement républicain, et elle avait le voile. Excusez-moi, là, le symbole est très fort. Mais au bout d'un moment, il va falloir prendre des mesures. Or, je vois que tous autour de cette table, pas vous, monsieur, vous êtes cohérent au moins dans votre vision de l'islam radical, qui est la tolérance, mais mes autres débatteurs, aucune mesure n'est prête. Et moi, excusez-moi, je rigole en écoutant Madame Boyer, qui a quand même inauguré une mosquée salafiste en 2014 au Caillol, et tout le monde pourra le vérifier pour ces petits arrangements électoraux. Donc, il y en a marre de ce double discours, il y en a marre de ce double discours sur les plateaux. On critique, et quand on est au pouvoir, on tolère. Maintenant, il faut critiquer et légiférer. Vous répondez, Valérie Boyer, sur cette... Je voudrais juste dire un truc. Et je vous donne la parole. Franchement, ces propos, tout le monde pourra vérifier, c'est n'importe quoi. Je sais que ça fait partie des arguments électoraux locaux de nos adversaires politiques. Moi, en tout cas, en ce qui concerne les Républicains, nous sommes particulièrement cohérents avec ce que nous demandons, c'est-à-dire l'extension du texte qui permet de faire en sorte que les sorties scolaires soient le prolongement de la République. Non, mais quel rapport, bien sûr que si, quel rapport y a-t-il entre la République, l'égalité entre les hommes et les femmes et ce voile-là? On voit bien que c'est une contradiction, il faut être cohérent. Très rapidement pour conclure ce débat. C'est toujours à qui mieux mieux. Vous voulez les supprimer dans les sorties scolaires, vous les supprimez carrément dans l'espace public. Ce que vous faites stigmatise systématiquement une religion, pas les religions. Non, vous stigmatisez systématiquement. Il y a un danger de ce type-là.
Eh bien, pour lutter contre ça, il faut que la République revienne dans les endroits d'où elle est partie. Alors comment ? Donc il faut remettre de l'école, ça, on de va y la aller, police, on va y de aller, la on va parler de ça dans un voilà instant. Ce qu'il faut faire. Mais vous restez avec nous dans un voilà instant, ce qu'il faut s'il vous plaît. faire. Ce débat va se poursuivre L'école dans un républicaine. instant. On va écouter, s'il vous plaît, je reprends la main. Je reprends la main dans un instant. On va parler d'un coup de gueule. Autre chapitre qu'on ouvre dans le débat. Il vient des maires de France et ça parle de nous aussi, de nous tous qui payons des impôts, puisque ça parle de la taxe foncière, ça parle de la taxe d'habitation. Est-ce qu'ils ont les moyens, les maires de France, de faire leur boulot correctement aujourd'hui? À tout de suite. Le chapitre 2 du débat d'LCI Midi. Au cœur, on s'en souvient, au cœur de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait cherché à en faire ses alliés. Je veux parler des maires de France, au cœur de la future élection en mars prochain, au cœur également en ce moment des grandes manœuvres budgétaires. Et ils ont un coup de gueule à passer, en l'occurrence François Baroin, le président de l'Association des maires de France, c'était ce matin. Il dénonce le manque de moyens accordés aux élus locaux, surtout après la suppression de la taxe d'habitation. C'est facile de faire le bonheur des uns avec l'argent des autres. Et la suppression de la taxe d'habitation demeure une très mauvaise réforme. Non pas que cette taxe d'habitation n'avait pas des imperfections ou des injustices, mais tous les impôts ont des imperfections et des injustices. Comme par hasard, l'État, au lieu de traiter une injustice d'un impôt qui lui appartient, traite des injustices d'un impôt qui ne lui appartient pas. Alors, Bruno Bonnell, vous prenez aux maires pour donner aux contribuables, c'est ce que je comprends, c'est ça? Non, je pense que François Baroin est dans son rôle. Il n'accepte pas la transformation du financement local. Donc aujourd'hui, il le réitère, il redit ce qu'il a d'ailleurs toujours dit. Il dit on était n'a pas de contre. contrepartie. Non, mais il a toujours dit qu'il était contre la suppression de la taxe d'habitation, qui quand même, pour nos compatriotes, est un élément de programme important et qui quand même satisfait beaucoup de gens dans le cadre 17 milliards d'euros quand oui, la mais réforme dans le cadre sera du achevée. pouvoir d'achat. Donc là-dessus, évidemment qu'il faut regarder l'ensemble du pulse. Non mais il faut regarder l'ensemble du pulse. Si on ne regarde qu'une pièce et on dit bah oui là il y a un trou, et qu'on ne regarde pas les compléments, c'est-à-dire comment on va compenser, je le rappelle, chaque mairie à l'euro près pour qu'il y ait les mêmes budgets, mais comment dans une mécanique effectivement de transfert d'impôts. Non, mais on peut continuer à faire d'où vient l'argent sans arrêt. À un moment donné, il faut faire des choix politiques. Le choix politique qui a été fait, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux Français par la suppression de la taxe. Mais comment ça, non, parce que ça supprime pas du pouvoir d'achat. Elle sera payée par d'autres impôts et qui seront payés par d'autres Français ou les mêmes Français. Donc tout ça, c'est un tour de passe-passe, c'est une entourloupe générale. Je vous permets de dire, on a supprimé un impôt, mais vous ne dites pas notamment que ces 17 des gens milliards vont être compensés. Notamment par des relances économiques qui permettront peut-être justement de développer économiquement des territoires qui sont plus intéressantes. Non mais de toute façon, nous sommes dans le peut-être, on est dans la volonté. On est dans l'acte politique, c'est évidemment d'envisager tous les peut-être et d'avoir des contradicteurs. L'explosion de la taxe foncière, par exemple. Non, on n'est absolument pas dans l'explosion de la taxe foncière. 25%. Le problème, c'est plus que ça. La taxe foncière, puisque vous la convoquez, allons-y sur les chiffres. En 10 ans, elle a augmenté. C'est pas seulement lié à la. En 10 ans, c'est pas seulement lié à la suppression de la taxe d'habitation, mais en 10 ans, elle a augmenté de plus de 34%. Vous voyez, en prenant 3 exemples, à Paris, c'est plus de 80%, Argenteuil, en banlieue parisienne, plus 64%, à Nantes, plus 55%. Et alors, du coup, on se dit un peu mécaniquement, quand on est propriétaire, en l'occurrence, puisque c'est ceux qui payent la taxe foncière, est-ce que ce qu'on nous donne du côté, par exemple, de la taxe d'habitation, on va nous le prendre avec la taxe foncière? Il y a plusieurs problèmes qui sont posés. Là, le principal problème, c'est que M. Macron est en train de faire quelque chose qui n'était pas dans son programme présidentiel. Il est en train de supprimer cette année, c'est ça qui va être voté, la taxe sur les 20% les plus riches. Or, vous avez dit tout à l'heure que vous voulez dire que tout le monde profitera de la taxe d'habitation. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a décidé. La suppression de la taxe d'habitation, l'ensemble, c'est 17 milliards d'euros, vous l'avez dit. La suppression sur les seuls 20% les plus riches, c'est 9 milliards d'euros. Donc effectivement, après, ça pose un problème. Ouais, d'où va venir l'argent ? D'où va venir l'argent? Eh bien, comment on va compenser? C'est ça. Le plus probable est que la compensation se fasse sur des suppressions de services publics locaux, municipaux, parce qu'il y aura moins de moyens. Et M. Macron disait il y a quelque temps, il n'y a pas d'argent magique. Eh bien, moi, j'ai envie de lui répondre, il n'y a pas de service public magique. Si on veut des services publics locaux, municipaux, et aussi au niveau de l'État, il faut de l'argent. Et je suis désolé, quand on supprime 9 milliards d'euros de taxes d'habitation pour les plus riches, quand on supprime l'ISF, eh bien, par exemple, simplement une chose, avec la suppression de l'ISF, 3 milliards d'euros, on peut embaucher 60 000 soignants. Voilà, ça, il y en aurait besoin dans l'hôpital. Du coup, je vous entends, il ne fallait pas toucher à la taxe d'habitation. En fait. Cette bonne nouvelle pour tous ceux qui la payent. Non, c'est pas ce que je vous dis non plus. Il faut aller faire autrement. La taxe d'habitation, c'est une promesse électorale qui n'est pas financée, effectivement, qui pèse sur les mairies. Donc, on est encore dans le en même temps. On a un Emmanuel Macron qui prône la décentralisation, mais qui détruit les institutions. Donc, les maires sont embêtés, mais surtout les propriétaires. Et moi, je pense notamment aux petits propriétaires qui sont doublement taxés aujourd'hui
et qui vont l'être encore plus demain. Donc ça pose un problème majeur, à la fois parce que c'est la construction de leur capital. Hein. Je rappelle que les petits propriétaires, c'est 50% du parc locatif, et que ensuite, eh bien, ils ont des difficultés de l'entretien de leur patrimoine. Donc on peut pas mentir comme ça sur ce qu'on fait au niveau immobilier en France. Donc aujourd'hui, non seulement ça coupe les mairies mentir parce que vous levier, pensez que ça va encore augmenter, c'est ça évidemment. Non seulement ça coupe les mairies d'un levier, donc ça va contre la décentralisation qu'on prône, c'est le en même temps, on tend la main aux maires, et en même temps, on leur enlève les moyens d'agir. Laurent Jacobelli, et après Bruno Bonnel, vous répondez à tout ça. Les petits propriétaires sont surtaxés et ne vont pas pouvoir arriver à entretenir leur patrimoine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour la classe moyenne française. Que les Français sont étranglés d'impôts et qu'il faille baisser la pression fiscale. Oui, elle évidemment. Baisse. Dans le budget d'aujourd'hui, elle baisse. Mais, dans le budget en cours de discussion. Mais c'est pas par des tours de passe-passe qu'on fera avaler la pilule aux Français. C'est 17 milliards dus à la suppression de la taxe d'habitation. L'État va le retrouver ailleurs. Vous avez parlé de la taxe foncière. Nous parlerons d'un certain nombre d'impôts et peut-être effectivement que certains services publics devront fermer. Et donc, c'est le privé qui se substituera et les Français devront payer. Tout ça, c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Parole à la défense, si vous permettez quand même, Bruno Bonnel. Maintenant, c'est l'État qui va donner sa dotation aux mairies, c'est-à-dire que les municipalités ne seront même plus maîtres de leur fiscalité, et donc on va dans le sens inverse de ce que veulent les Français. On enlève du pouvoir aux maires et on le redonne à l'État centralisateur, très très loin des réalités de nos territoires. Bruno Bonnel. En prenant au passage. Moi, j'aime bien les méthodes Coué, mais elles se fracassent quand même sur les faits. Ah bon. Les faits, c'est qu'on a une demande de nos compatriotes d'avoir une augmentation de leur pouvoir d'achat, c'est une réalité. Les frais, non mais arrêtez de dire c'est pas le cas, parce que de la même manière, je vais vous dire, ce n'est pas le cas, ça n'augmentera pas. Et on peut se envoyer comme ça des arguments. Alors parlons du budget, des hypothèses budgétaires. Parlons des chiffres du budget. Vous considérez que la France est dans une immobilité, c'est une espèce de gâteau magique qui ne bougerait jamais. Et ce qu'on prend d'un côté, on le prend de l'autre. Vous savez, il y a des éléments il y a aussi des éléments de croissance, de dynamique, et puis tout ça. Avec 1% de croissance, on va revenir. Attendez, on est dans une logique. En tout cas, il y a un certain nombre d'indices qui montrent que beaucoup de choses sont reparties. Donc, non mais vous voyez, on est dans cette espèce d'affirmation péremptoire. Non, alors moi je suis prêt à aller avec Bruno Bonnel, que je comprenne bien votre propos, c'est que vous nous dites aujourd'hui, c'est surtout en relançant l'économie, c'est votre projet, qu'on compensera, et que les mairies finiront par compenser les pertes sur les taxes d'habitation. Par exemple, on s'attend dans certaines grandes métropoles à une augmentation de l'activité économique, donc une augmentation de personnes. Mais regardez, par exemple, dans la métropole de Lyon, sur les 5 années qui viennent, on attend plus de 80 000 personnes en plus qui vont venir y habiter. Ça veut bien dire qu'il va y avoir une activité. Pendant ce temps-là, vous fermez les maternités. Si vous permettez, mais arrêtez avec Valérie Boyer. On ne ferme pas les maternités. C'est pas l'argent magique, c'est la parole magique, c'est l'incantation magique. Moi, je voudrais simplement rappeler les faits. La dette augmente, les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi élevés, et notre balance commerciale est en déficit absolument inédit. On n'est plus à 70 milliards. On est aux environs de 70 milliards. Donc on est vraiment dans une situation économique, malheureusement, qui n'est pas celle attendue par En Marche, qui n'est pas celle promise par En Marche. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, le fait de couper les mairies de leur levier, de leur proximité, eh bien, ça aggrave la fracture territoriale. Ils ont les mêmes budgets. Ça aggrave la fracture territoriale. Que ce n'est pas la réalité. Écoutez, sinon l'union des maires. Mais pourquoi l'union en même temps, s'il vous plaît. Mais chers collègues, pourquoi l'union des maires n'est pas d'accord avec cette méthode? Pourquoi râlent-ils tous? Il n'y en a aucun qui se réjouit. Moi, je ne vois pas un maire qui est heureux de cette réforme. Parce qu'ils perdent en autonomie. Ils perdent en tous d'accord. En tout cas, RN, France Insoumise, vous posez tous le même constat. Antoine Léaumont. C'est pas ça le but. Justement, on n'est pas d'accord et je vais vous dire pourquoi. Dites-moi. Nous, ce qu'on propose, c'est une refonte globale de l'impôt, et notamment de l'impôt sur le revenu pour faire 14 tranches, pour lisser l'effort, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'effort sur l'impôt, il pèse sur la classe moyenne et sur les classes populaires, sur une partie des classes populaires. Nous, ce qu'on proposait, le système d'impôt qu'on proposait, qui effectivement aurait taxé davantage les plus riches, il aurait été plus avantageux pour tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois. Ça représente 95% de la population. Le vrai problème dans notre pays est qu'il y a une toute petite partie de la population qui reçoit sans cesse des cadeaux.
cadeaux, qui reçoit sans cesse des cadeaux fiscaux et qui participe de moins en moins. Si on faisait ça, vous voulez dire on ne touchait pas à la taxe d'habitation, par exemple, aux moyens des maires. Mais on aurait pu le faire autrement. C'est un impôt particulièrement injuste, vous le savez tous. Mais la taxe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La taxe d'habitation. Les gens le ressentent. Vous voulez un impôt injuste, la TVA. La TVA, ça c'est un impôt injuste. Mais sur ça, vous faites absolument rien. Mais pour ça, il fallait se faire un mot de conclusion, Laurent Jacobelli. Si on veut, non, juste sur ça. Si on veut vraiment changer les choses dans notre pays, il va falloir que les plus riches mettent la main à la poche. Et c'est pas une chose qui est si difficile que ça, puisqu'avant ils étaient capables de les payer ces impôts et on avait plus de services publics et on avait moins de problèmes. Laurent Jacobelli, deux éléments très concrets. Il y a un trou de 5 milliards dans le budget de l'année qui vient. C'est un tout petit peu plus que la suppression de l'ISF et on se demande donc bien pourquoi il a été supprimé. Deuxièmement, les 17 milliards réinvestis dans le pouvoir d'achat annoncés par l'État, quand vous regardez le budget, ils sont pris sur le budget de la Sécu. C'est-à-dire que les gens qui vont gagner d'un côté devront le payer pour le complémentaire de soins. C'est tout à fait vrai. On n'est pas dans une espèce de budget où on prend... Mais monsieur, c'est la on va avoir l'occasion de reparler de la fiscalité évidemment longuement puisque le budget est en cours de discussion à l'Assemblée nationale, ça vient de commencer et on va longuement y revenir dans LCI Midi parce que le budget ça peut paraître loin mais en fait ça parle de notre vie quotidienne, de nos moyens évidemment et ça a toute son importance. Vous restez avec nous dans un instant, on parle et on ouvre un nouveau chapitre d'LCI Midi, il sera question de ceux qui sont là pour nous protéger, je pense aux pompiers, je pense aux policiers et qui sont de plus en plus souvent pris pour cible. Les pompiers se rassemblent dans 1 heure au cœur de la capitale et les policiers ils sont au cœur d'un procès à Viry-Châtillon qui vient de s'ouvrir. On a tous les images marquantes en tête. À tout de suite. Il dit une double actualité aujourd'hui, une actualité qui nous parle de ceux qui sont là pour nous protéger. Policiers, pompiers. 7 syndicats de pompiers appellent à manifester tout à l'heure à Paris, départ du cortège dans un peu moins d'1 heure. Ils réclament notamment, ces pompiers, plus de garanties face aux agressions. Nous allons en parler. Et on ne peut s'empêcher de faire le parallèle donc avec les policiers, leur quotidien et ce procès. 13 jeunes jugés aux assises des mineurs de l'Essonne depuis ce matin pour avoir incendié des voitures de police. On a les images en tête, vous les revoyez, elles sont marquantes ces images. C'était en 2016 à Viry-Châtillon. 2 fonctionnaires ont été grièvement blessés dans cette attaque. Le procès a donc ouvert. Vous le suivez pour LCI. Yaël Chambon, premier élément important, c'est un procès à huis clos au vu de l'âge des accusés au moment des faits. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ambiance, Yaël ? Oui, bien derrière, comme vous le dites, c'était l'information principale à huis clos. Donc la porte de la salle d'audience a été fermée et les télévisions ne diffusent plus donc le procès parce que, oui, comme vous le disiez, 3 des jeunes étaient donc mineurs à l'époque des faits. Alors l'ambiance dans la salle, on a pu y rester pendant 1h30. Il y a déjà eu la désignation des 12 jurés et après il y avait un box en verre avec 10 des jeunes accusés qui eux donc sont en détention depuis 3 ans, depuis l'époque des faits. Donc dans ce box, il y avait ces 10 jeunes et aussi une partie de leurs proches et de leur famille qui étaient dans la salle avec qui ils ont pu échanger un regard, un geste. Il y avait aussi 3 des 4 policiers qui ont été attaqués et de nombreux autres policiers venus simplement pour les soutenir. On a senti beaucoup de tension dans cette salle et même tout autour du tribunal. Il y a par exemple, pour vous donner une indication, 14 cars de CRS devant le tribunal et des policiers un peu partout ici. Voilà, un procès qui va durer 8 semaines ici. Et on va continuer à suivre cette journée d'audience, première journée d'audience avec vous Yaël Chambon, Pascal Chao, 13 jeunes. Des barbares, disent les avocats des policiers, des innocents, disent les avocats de la défense, qui estiment qu'il n'y a aucune preuve à la justice d'estimer les choses au cours donc de ces 8 semaines d'audience. On a eu le sentiment ce jour-là de passer un cap dans la violence. Bruno Bonnell, est-ce qu'on a fait le nécessaire pour que ça ne se reproduise plus ? D'abord, il faut clairement exprimer que le fait de s'attaquer à la police doit être très sévèrement réprimé. La justice doit suivre son cours, c'est en jugement aujourd'hui, avec les paroles que vous avez prononcées sur des avocats qui disent qu'ils sont innocents et d'autres qui sont barbares. Je me garderais bien de faire un jugement moi-même, mais le principe de toucher à l'uniforme, quel qu'il soit en France, est sacré. Et je l'étendrai même. Il est sacré, sauf que pour non, beaucoup mais de, il est sacré. dans beaucoup de c'est ça peut-être. Non, mais c'est peut-être ça qui s'est. Non, mais attendez. Arrêtez de dire des paroles. Là-dessus, je pense qu'il faut qu'il y ait un consensus politique. S'il y a un moment où il ne doit pas y avoir de discorde politique en France, c'est autour. Non, mais proposer une loi. La loi existe. Non, mais la loi existe. Ça veut dire qu'on ne touche pas à l'uniforme. Quand on agresse un policier, on est bien dans des circonstances aggravantes aujourd'hui. Sur le plan judiciaire. Donc, arrêtons de vouloir faire des lois pour tout et n'importe quoi. Au contraire, faisons consensus civique. C'est-à-dire, éduquons nos jeunes
éduquons les gens en disant attention, un uniforme, quelque chose qui représente plus que la caricature que vous lisez sur des réseaux sociaux ou que la caricature de certains films qui vont aller raconter n'importe quoi sur la police. La police, ça s'appelle gardien de la paix. Et donc c'est comme ça, non mais c'est en tout cas, dans l'imaginaire, ramenons le gardien de la paix. On ne peut pas être. Je suis obligé de répondre quand même là-dessus. Laurent Jacobelli, Antoine Léaumont ensuite. Juste, si on peut saluer, je pense qu'on sera tous d'accord, les pompiers, les policiers, tous ceux qui nous regardent, pour le travail incroyable qu'ils font, souvent, malheureusement, en dépit de leur hiérarchie et parfois peu soutenus par le gouvernement. Moi, j'aimerais dire quand même que le meilleur moyen de soutenir les policiers, c'est que ceux qui ont voulu les tuer doivent finir jugés et en prison. Est-ce que vous savez que sur les attaques de policiers, 50% de ceux qui ont fait les faits ne sont pas jugés, et sur les 50% qui restent, 90% ne vont pas en prison. Donc il y a un moment où ce laxisme judiciaire doit cesser. Il en va de la protection de la République, parce que ce sont les symboles de la République qui sont attaqués avec les pompiers et les policiers. Si vos chiffres sont vrais, ils sont vrais. En 2017, ce sont des chiffres de 2017. D'accord avec donc. Si vos chiffres sont vrais, ils sont vrais, malheureusement. Ils sont incompréhensibles. Croyez que je le regrette. Pour moi, croyez bien que je le regrette. Et je le regrette également. Mettez-vous dans la tête de ce policier. Pour être factuel, si vous permettez, en 2017, la moitié des condamnés pour agression sur policiers ont eu un sursis total, et sur l'autre moitié, 90% ont eu une peine de moins d'1 an. Donc aménagés. Ils sont pas. Mais attendez, on ne connaît pas ni les peines ni les jugements. Gardons-nous de faire justice sur des chaînes. Peut-être qu'ils étaient innocents. Aujourd'hui, monsieur, il y a des cités aujourd'hui où policiers, pompiers, ambulanciers ne pénètrent plus parce qu'elles sont sous la coupe de caïds de la drogue. Et il y a d'autres cités qui sont sous la coupe de caïds communautaristes. Et dans ces deux types de cités, la police et les pompiers ne peuvent plus aller. Et quand ils y vont, ils sont victimes de guet-apens et on les attaque parfois à coups de lance-roquettes. Il faut rétablir la République partout. Ça demande de la volonté et du courage. Oui. Antoine Léaumont, on n'en a pas encore. Et Valérie Boyer ensuite, si vous voulez bien. Il y a plusieurs choses qui sont dites. D'abord, on ne peut pas tolérer effectivement que des policiers soient agressés sous prétexte qu'ils portent l'uniforme ou sous prétexte qu'ils aient des voitures de police avec écrit police dessus. Ça, c'est intolérable, de même pour les pompiers. Et on comprend que les pompiers qui par ailleurs interviennent dans des situations qui sont parfois... Un pompier sera parmi nous dans un instant, donc on aura l'occasion d'en parler en détail. Très bien, on pourra en parler en détail. Et il vous dira sans doute que c'est pas seulement ça, c'est aussi des questions de salaire et des questions de moyens. Absolument. Parce que là, on fait l'impasse sur la question des moyens et on fait aussi l'impasse sur la question des hôpitaux qui sont pourtant aussi mobilisés aujourd'hui avec les pompiers. Et là, vous conviendrez que ce n'est pas un enjeu de moyens. Bah si, il y a des enjeux de moyens qui sont posés parce que vous avez des enjeux de moyens qui sont posés. Mais par ailleurs, je voudrais répondre aux diverses questions qui ont été posées. Vous dites les policiers se font agresser désormais avec des lance-roquettes ou avec des armes à feu. Mais le problème, c'est qu'il y ait des lance-roquettes et qu'il y ait des armes à feu. Donc le problème, c'est de lutter contre les trafics d'armes. Or, la police, elle est utilisée à faire quoi? Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens finissent par devenir agressifs avec les policiers. C'est parce que la police, en ce moment, elle est utilisée pour mater les manifestations de Gilets jaunes. Elle est utilisée pour... Elle est utilisée... Elle est utilisée... Écoutez-moi, laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi... excusez-moi, quand on en est à 2000 blessés, 24 éborgnés, 5 mains arrachées, j'appelle ça mater une... J'appelle ça mater. Et donc, où vous voulez en venir, Antoine Léaumont? Mais aussi, et je tiens à le dire sur ce plateau, les contrôles aux faciès qui sont une manière, qui sont une chose... Qui est le boulot principal des policiers en France, on le sait bien. Non, bah écoutez, quand vous faites... Mais quel lien faites-vous avec Viry-Châtillon? Je suis en train... Non, mais si vous me laissez... S'il vous plaît, on laisse terminer Antoine Léaumont. Si vous me laissez parler jusqu'au bout, j'essaye de vous dire que le problème... Vous parlez tous de l'uniforme, mais quel est le sens de l'uniforme? Il faut que l'uniforme il soit considéré comme le symbole de la République et de ce que la France a de positif, pas comme une chose négative. Et si on veut qu'on arrête d'avoir des agressions de policiers, qu'on arrête d'avoir des agressions de pompiers, pour les pompiers c'est assez incompréhensible. C'est l'autorité qui est contestée. Non, c'est pas que ça. Ils étaient au pied d'une caméra, de surveillance. C'est les décisions qui sont faites d'utilisation de la police. Quand la police est utilisée à faire ça, plutôt qu'à lutter contre les trafics d'armes dont vous parlez, plutôt qu'à lutter contre les trafics de drogue dont vous parlez, quand la police... Et la caméra au pied de laquelle ils étaient, elle servait à lutter contre les trafics de drogue, par exemple. Quand la police est utilisée à faire ça plutôt qu'à faire son travail, eh bien, les gens finissent Valérie Boyer, on n'a pas entendu, si vous permettez, Laurent Jacobelli et Antoine Léaumont. Moi, je voudrais dire tout mon attachement aux forces de l'ordre de notre pays. Aujourd'hui, je note qu'il y a 90% des SDIS qui manifestent. On en est au 54e... Oui, des pompiers, bien sûr. On en est au 54e policier qui s'est suicidé, alors que, sachant que
cette population particulière de la police a un taux de suicide de 36% supérieur à la moyenne nationale. Donc, et aujourd'hui, malgré tout, pour le premier trimestre 2019, on a un bilan de la délinquance qui indique une sévère dégradation des crimes et délits. Donc on est quand même dans une situation extrêmement difficile, extrêmement douloureuse. Avant l'attentat de la préfecture de police, il y avait eu 2-3 jours avant une grosse manifestation, c'était inédit depuis plus de 20 ans, une marche de la colère des policiers. Aujourd'hui, ce sont les pompiers qui ne se sentent ni entendus ni respectés. Et moi, je voudrais leur dire tout mon soutien aujourd'hui dans la situation extrêmement difficile qui est la nôtre. On va en parler juste du cas précis des pompiers, on va en parler dans un instant, mais peut-être sur les faits à Viry-Châtillon, qui sont, ces jeunes sont poursuivis pour tentative de meurtre. Ils ont tenté d'empêcher cette bande qui s'en est pris à ces policiers. On ne sait pas si les 13 qui sont jugés comptent parmi les responsables de ça, mais on les a vus, disent les témoins, après les faits, rentrer en rigolant dans la cité. Mais est-ce qu'il y a une forme de banalisation aujourd'hui quand on s'en prend à un policier, Bruno Bonnel ? Je parlais de civisme. C'est pour ça que je disais que la racine du mal, c'est bien l'éducation au civisme et à cet uniforme. Alors là-dessus, évidemment, on peut caricaturer le métier des policiers. Moi, je pense qu'ils sont sur tous les fronts. Ils sont absolument sur tous les fronts. Ils ont fait un boulot extraordinaire au cours de ces derniers mois. Et que, effectivement, c'est bien auprès de ces jeunes qu'il faut rééduquer. D'autant que pour les jeunes, je voudrais simplement donner 2 chiffres. Non, il y a plus de 10% des affaires pénales en France qui impliquent un mineur et il y a 43% des mineurs délinquants qui ont moins de 15 ans. C'est vous dire quand même le premier... Et après on accueille notre invité, si vous voulez bien. Laurent Jacobelli. Plusieurs choses. Les jeunes ne respecteront la police que quand l'exemple sera montré de très haut. Quand des leaders politiques ne qualifieront pas les policiers de barbares. Quand un président de la République n'ira pas au chevet d'une racaille, comme Théo, comme a fait M. François Hollande, plutôt que du policier. Quand systématiquement on donnera comment dirais-je, le bénéfice de l'action juste aux policiers et non pas à la racaille. Il y a un moment, il faut soutenir nos policiers tout le temps et partout. Et M. Castaner a fait beaucoup, et là je suis assez d'accord, pour dégrader l'image des policiers. Alors vous répondez Antoine Léaumont et ensuite on accueille rapidement Antoine Léaumont. Juste pour vous répondre, puisque vous parlez de barbares et vous dites que nous critiquons les policiers. Moi, ce que je critique, c'est les ordres. Que les choses soient claires. Les policiers, ils obéissent. Les policiers, les policiers obéissent aux ordres qu'ils reçoivent. Si les ordres sont mauvais, moi je considère que c'est Monsieur Castaner qui est comptable de la situation. On va avancer. On a eu l'occasion souvent d'expliquer ce que vous vouliez dire chez les Insoumis derrière ce mot barbare. J'aimerais qu'on accueille le commandant Jérôme François. Commandant, rejoignez-nous, je vous en prie, installez-vous autour de la table avec nous. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Pompiers. On ne peut s'empêcher de faire le lien de ce qu'on décrivait à l'instant avec ce fait dramatique à Viry-Châtillon il y a quelques années, ce procès qui commence, avec le quotidien que vivent les pompiers. Vous allez être très nombreux, semble-t-il, mobilisés à partir de 14h, puisque 7 syndicats appellent à un rassemblement à Paris. Ce rassemblement, il parle aussi, il interroge aussi vos conditions de sécurité, on est d'accord ? Oui, c'est l'une des revendications, effectivement, puisque le nombre d'agressions envers les sapeurs-pompiers augmente chaque année, avec des chiffres qui tournent autour de 20% d'augmentation chaque année et qui viennent se cumuler. Donc c'est un véritable problème pour nous. Oui. Vous venez d'écouter nos échanges. Quel parallèle faites-vous avec ce que vivent les policiers ? On vient de décrire cette situation de Viry-Châtillon, mais au-delà. Alors effectivement, chez les sapeurs-pompiers, il y a un sentiment de malaise, comme on peut retrouver dans la police. Sentiment de malaise, il est lié à plusieurs facteurs. Effectivement, vous parliez des agressions. Quand on fait le choix de devenir sapeur-pompier, on n'imagine pas une seule seconde qu'on va être la cible d'agression. Il vient également de nos missions. On a un problème systémique, c'est-à-dire que aujourd'hui, on fait du social souvent. On fait du social, c'est-à-dire que on a un système d'urgence aux personnes qui est totalement obsolète, qui a 30 ans d'existence. Il n'y a plus de médecine de ville. Donc aujourd'hui, le SAMU a un peu tendance à appuyer systématiquement sur le bouton sapeur-pompier et nous engager parce que c'est gratuit. Alors c'est pas gratuit pour tout le monde, parce qu'on a un coût quand même, mais en tout cas c'est gratuit et c'est facile et c'est efficace pour les victimes. Et aujourd'hui on se trouve plus à faire du transport de malades que de la véritable urgence. Et commandant, quand Bruno Bonnel, pardonnez-moi, commandant qui est avec nous, parle de civisme, il faut remettre du civisme dans tout ça. C'est une des solutions, c'est une des réponses, ou elle doit être ailleurs, elle doit être numérique, plus de gens autour de vous? Alors la réponse est multiple, effectivement, un peu de civisme
ne nuira pas. Faire comprendre à les gens que les sapeurs-pompiers sont là pour venir en aide, parce que c'est vrai que c'est assez incompréhensible que des pompiers soient pris pour cible. Alors après, j'aimerais nuancer ça, hein. Il y a plusieurs types d'agressions, hein. On a souvent l'idée, c'est les cités. Non, il n'y a pas que les cités, hein, loin s'en faut. Ça a toujours existé. Peut-être que c'est un peu plus violent aujourd'hui, mais ça a toujours existé. C'est plus monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui qui se comportent en consommateurs et qui ne vont pas accepter la prise en charge des pompiers. Ça n'a pas été assez vite, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas sur tel hôpital qu'on souhaite aller. Et puis parfois l'alcool aidant, eh bien les propos, les menaces de mort, et puis parfois les coups peuvent partir. Alors je précise que vous réclamez une revalorisation salariale également, hein, la prime de feu, à 28% du salaire de base contre 19% actuellement, et qu'il est aussi question des retraites. Qu'est-ce que vous avez à dire aux représentants de la majorité? Et après on continue nos échanges. Alors déjà, nous on est un peu surpris. A priori, monsieur Castaner n'est pas là aujourd'hui. Nous on prend ça un peu comme du mépris, clairement, parce que quand vous pensez être reçu? Bah oui, on a 40 000. Alors on va être reçu a priori au ministère de l'Intérieur, mais d'après mes informations, monsieur Castaner n'est pas là. Donc ce ne sera pas par Christophe Castaner. Donc nous on se pose la question. Il est censé être le premier pompier de France, comme on dit, le premier flic de France. Aujourd'hui, le poste est vacant. Monsieur Castaner n'est pas là. C'est la première chose. Donc forcément, on vit ça comme du mépris. Après, bon, je vous dis, on a cette inquiétude sur les retraites, puisque aujourd'hui les pompiers partent 5 ans plus tôt à la retraite, mais c'est pas cadeau. C'est que nous cotisons pour une surcotisation pour se payer ces 5 années. Il est inimaginable. Vous avez un feu d'appartement au 5e étage, vous montez par les escaliers avec des tuyaux sur l'épaule, une lance et un appareil respiratoire isolant. À 67 ans, c'est très compliqué. Évidemment. Bon, Bruno Bonnel, ça s'adresse à vous. Une forme de mépris, vous entendez le commandant? Non, mais deux remarques. Bon, d'abord, je ne connais pas l'agenda du ministre et je pense qu'il vous serait reçu par les personnes les plus compétentes. Et je ne dis pas ça par langue de bois, je dis ça par réalité. Il est peut-être sur un autre front et malheureusement, l'agenda ne permet pas de vous recevoir. Je ne pense pas que ça soit du mépris, bien au contraire, vu les déclarations qu'il fait en permanence. La deuxième chose, je voudrais vous rassurer sur les retraites. Parce qu'il faut arrêter le fantasme. Parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que je fais des plateaux avec différentes corporations qui sont inquiètes pour leur retraite. Je réponds, on est en train de discuter des retraites. Et évidemment que la pénibilité, encore plus celle que vous décrivez par rapport à faire face aux dangers, à la fatigue physique, etc., évidemment qu'elle va être prise en compte. Et il n'est pas question d'exclure tout ce travail qui est fait par vous-même, par vos représentations, dans le projet de loi de retraite. Et la troisième chose, une réponse sécuritaire. Non mais attendez, la troisième chose, c'est que je crois que monsieur a été très honnête et il faut l'écouter. Je reviens sur mon histoire de civisme. Il a dit, dans les banlieues, ça a toujours existé. Il y en a peut-être encore un peu plus, mais il ne stigmatise pas les banlieues. Il dit, c'est aussi monsieur et madame tout le monde qui maintenant considèrent qu'ils sont des consommateurs de pompiers. Encore une fois, c'est de la revalorisation. Attendez, je voudrais juste finir mon propos. Est-ce que quand on s'adresse à un policier qui porte aussi un uniforme, puisque un pompier porte un uniforme, est-ce qu'on considère qu'on est consommateur du policier? On dit, bah non, moi, ton amende, je la paierai pas. Et puis non, je vais t'en mettre une. Eh bien, l'attitude vis-à-vis des pompiers fait partie de cette logique de civisme. Antoine Léaumont, si vous voulez bien. Antoine Léaumont. Juste deux choses. D'une part, vous dites effectivement que c'est parfois monsieur et madame tout le monde. Moi, j'ai un ami qui est pompier, par ailleurs insoumis aussi, qui m'expliquait qu'une des situations d'agression qu'ils ont vécues est qu'en réalité, les pompiers sont appelés quand il faut régler des problèmes de dispute conjugale, par exemple. On appelle les pompiers. Oui. Voilà. Et dans la dispute conjugale, on arrive vraiment au pire moment pour faire une intervention, si vous voyez ce que je veux dire. Et sauf qu'il se trouve que quand dans la dispute conjugale, en plus, il y a quelqu'un qui s'est saisi d'un couteau ou d'un fusil à pompe, parce qu'on m'a raconté ça, le problème est le même que celui qu'on évoquait tout à l'heure. Il ne faut pas que les gens se retrouvent avec des fusils à pompe, parce que sinon, c'est ça qui va provoquer des problèmes. Oui, bien sûr. Premier point. Enfin, deuxième point. D'abord qu'on commence par pas appeler les pompiers dans un cas comme celui-là. Deuxième point, juste la situation. Il faut partir. Parce qu'il faut sauver une vie. Deuxième point, juste. Partons de la situation qui est décrite. On nous dit. Parce qu'il n'y a plus assez d'hospitaliers, et c'est aussi pour ça qu'ils manifestent en même temps aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus d'hospitaliers, on fait appel aux pompiers pour faire des missions de l'hôpital. Mais où est le problème au final? Le problème, il est dans le fait qu'il n'y a pas assez dans l'hôpital. Il n'est pas dans le problème qu'il n'y a pas assez de pompiers. Je ne suis pas un spécialiste de l'hôpital, du monde hospitalier. Mais oui, mais il y a aussi un problème organisationnel. C'est-à-dire que très clairement aujourd'hui, le SAMU était le point d'entrée unique, et aujourd'hui, il n'a pas du tout les moyens. Donc parce qu'il n'y a plus de Toubib, soyons clairs. Et ben voilà. Donc c'est un problème de moyens. C'est pas qu'un problème de recrutement, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a un numerus clausus qui fait qu'il n'y a pas de Toubib, et aujourd'hui tout retombe sur les pompiers qui se mettent à faire du transport. On a l'impression de tourner en rond parce qu'on revient toujours au même dossier finalement. Eh bien en fait, il manque de l'argent. Il manque de l'argent dans le service public. Excusez-moi, je pense qu'il y a plusieurs sujets différents. Le premier, effectivement, c'est l'organisation des soins et des secours. C'est un vrai sujet. Le second sujet, ce sont les mineurs et les mineurs délinquants avec des agressions de plus en plus violentes et de plus en plus difficiles. Quelle réponse nous apportons? Et enfin, un sujet qui regroupe le tout, si je puis dire, c'est l'exécution des peines. Pourquoi aujourd'hui
l'exécution des peines vis-à-vis des policiers n'est pas faite. Pourquoi ces peines-là ne sont pas appliquées? Voilà, mais c'est ce continuum police-justice aussi qui est très dégradé et qu'il faut remettre en marche pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et enfin, excusez-moi, je terminerai, après je ne parlerai plus. C'est aussi un problème de moyens, parce que la police a besoin de moyens techniques, technologiques pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, elle ne les a pas. Le budget de la police, aujourd'hui, il est au point mort. Et sur les pompiers, Laurent Jacobelli. Pour répondre concrètement, parce qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, et je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait qu'il faut plus de civisme et qu'il faut aimer nos pompiers. Concrètement, ça veut dire effectivement plus de moyens. Oui, parce que les mots, ça suffit plus. On est d'accord. Parce que les déclarations d'amour, vous en avez entendu un certain nombre. Attendez, je termine juste. En 10 ans, les agressions, je tiens à le dire, envers les pompiers, toute forme d'agression, c'est vrai, ont augmenté de 230%. C'est pas un petit phénomène, c'est un phénomène profond qu'il faut attaquer. Effectivement, on peut parler là du laxisme de la justice. Deuxièmement, 7% des interventions des pompiers sont liées au feu. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer mon chiffre. 7%. Ça montre bien finalement que les pompiers sont corvéables à merci pour pratiquer les opérations de service public que d'autres ne peuvent plus pratiquer faute de moyens. Et on peut parler effectivement de l'hôpital et des urgences. À chaque fois qu'un service d'urgence ferme, c'est plus de boulot pour les pompiers. Donc là aussi, il faut y aller très fort. Et troisième mesure, doublement des peines pour tous ceux qui agressent ou attaquent des fonctionnaires de la République ou même des bénévoles de la République qui sont en uniforme. Commandant, juste, je parlais de déclaration d'amour et je me dis, bon, les relations ont peut-être été parfois tendues avec la police, entre la police et les Français. On est dans un rapport sûrement un peu différent. Mais avec les pompiers, vous voyez la différence? On vous aime plus, on vous aime plus comme avant? Vous voyez la différence? Le fait que vous disiez vous voyez la différence montre qu'il y a un problème que j'évoquais tout à l'heure. Vous interprétez mes propos. C'est lié aux missions. Je demande si vous voyez la différence, pas avec les policiers. Antoine Léaumont, pas avec les policiers, dans le temps. Est-ce que vous voyez la différence dans le temps? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y avait une forme de désamour qui s'exprimait à votre endroit? Désamour, non. Je pense que la cote de popularité des sapeurs-pompiers est toujours aussi élevée. C'est pas un problème de cote d'amour. Je pense effectivement que c'est un problème de civisme. Et je vous dis, souvent, l'alcool aidant. Et puis, cette façon, nous, il n'est pas rare qu'au décroché 18, le sapeur-pompier fait comprendre à la personne que ce n'est pas du ressort des sapeurs-pompiers. Et la personne lui dit, écoutez, moi, je paye les impôts. Donc, vous venez, vous vous déplacez. Oui. On est des consommateurs. Voilà. Valérie, je pense qu'on assiste pour les pompiers, mais on pourra avoir la même discussion pour l'éducation nationale, pour tout. C'est une crise d'autorité, c'est une crise de la République que nous vivons aujourd'hui. Parce que tout ce qui porte l'uniforme, tout ce qui représente l'autorité, est contesté. Et il y a à la fois cette contestation et puis aussi cette consommation. Effectivement, moi je partage ce que vous dites, qui marque un manque de respect. Mais pour cela, il faut que les décisions ou les actions qui sont prises par les pompiers ou les forces de l'ordre, elles soient préservées, elles soient soutenues. C'est pas le cas aujourd'hui. Vous concluez. C'est pas une crise d'autorité, c'est une crise de moyens. C'est-à-dire la situation que vous décrivez. Pour moi, c'est une situation dans laquelle on a besoin de moyens. Vous dites tout à l'heure, il y a 230% d'augmentation des actes d'agression sur les pompiers. Vous faites un mauvais calcul. Vous ne partez pas du fait que ce que vient de nous dire le monsieur, c'est-à-dire du fait qu'on les appelle de plus en plus pour remplir des missions qui ne sont pas les leurs. Donc évidemment qu'il y a évidemment, attendez, je n'excuse pas des agressions. Essayez pas de me faire dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que c'est mathématiquement logique que quand on appelle davantage les pompiers, il y ait davantage d'agressions puisqu'il y a déjà des agressions puisqu'ils interviennent. C'est la fin de ce débat. Souvent dans des situations où les gens sont alcoolisés. Et vous allez ce débat, la République, ça se protège des attaques communautaristes et ça protège ceux qui la défendent. La République, ça se respecte. Merci à tous d'avoir accepté ce débat. Commandant Jérôme François, je vous remercie. Vous allez sûrement rejoindre vos collègues pour cette manifestation qui part à 14h. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation du débat d'LCI Midi. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite aussi à la partager et à mettre des pouces bleus. Et puis, comme toujours, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Parce que moi, ça m'aide à savoir si c'était bien, si j'ai défendu correctement vos idées, si vous aviez d'autres idées à proposer sur le thème. Et ça m'aide énormément. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!